Je n'ai pas écrit ceci pour demander conseil. Je sais déjà ce que je dois faire. Je l'écris parce que si je ne le sors pas de ma tête, ça va me consumer. Vendredi soir. Je suis rentré vers 18h. La maison était sombre, inhabituellement sombre. Sa voiture était dans l'allée, mais aucune lumière n'était allumée. J'ai pensé qu'elle dormait peut-être. Parfois, elle a ces migraines de sel qui sont vraiment horribles, qui la forcent à fermer les stores et à se cacher sous la couette comme un vampire. Alors je suis entré en silence. Lentement, j'ai posé mes clés dans le bol, près de la porte, j'ai enlevé mes bottes. Pas un seul bruit, pas de télévision, pas de musique, pas d'odeur de nourriture. Je suis resté là une seconde, retenant ma respiration, une boule serrée dans mon estomac. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Pas de la suspicion, pas de la peur, juste cette quiétude, comme si la maison avait expiré sans moi. J'ai marché dans le couloir. J'étais à mi-chemin de la chambre quand je l'ai vu. Son sac à main par terre dans la cuisine renversé, son téléphone allumé, écran vers le haut. Elle ne le laisse jamais comme ça. Je l'ai fixé. Des notifications défilant sur l'écran. Juste le nom, pas de photo Brandon. Et l'aperçu du message, tu me manques déjà. Tu as le goût du paradis. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Je suis resté là, à regarder le message disparaître, puis réapparaître 10 secondes plus tard. Cette fois, je sens encore tes jambes autour de moi. J'ai ramassé le téléphone, non pas par curiosité, mais par instinct. Comme saisir un couteau par terre avant qu'un enfant n'entre. Il était déverrouillé. Peut-être qu'elle était sur le point de répondre quand il lui a échappé. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que je rentre si tôt. Peut-être qu'elle pensait être plus maligne que moi. J'ai ouvert la conversation. Il y avait des photos pas du genre à montrer de la peau, du genre à montrer de l'intimité. Sa main tenant la sienne sur une table, leurs chaussures sur le siège passager de sa voiture. Un selfie d'elle dans le miroir de la salle de sport avec la légende « Juste pour toi ». Je n'ai pas beaucoup fait défiler, je n'en avais pas besoin. Tout était là. Les chronologies, les rencontres, l'audace. Elle le voyait depuis au moins 1 mois, probablement plus. J'ai entendu la douche, j'ai reposé le téléphone pas là où je l'avais trouvé. Je l'ai placé en plein centre du comptoir de la cuisine allumé ouvert, puis je me suis assis dans le salon pour attendre. Elle est sortie dans ce peignoir bleu, celui qu'elle a acheté lors de notre voyage d'anniversaire à Charleston. Ses cheveux étaient mouillés, elle avait l'air fraîche, détendue. Elle n'a pas vu le téléphone tout de suite. Elle m'a vu moi. « Salut » a-t-elle dit, comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de laisser un autre homme entrer dans son corps pour ensuite revenir sur notre canapé, comme si j'étais le professeur remplaçant de sa vie. Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée lentement, comme si elle sentait que l'atmosphère avait changé. Puis, elle a vu l'écran, les messages encore ouverts. Son visage ne s'est pas décomposé. Pas un seul muscle n'a bougé. Elle m'a regardé les yeux durs comme du verre. « Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone » a-t-elle dit. Pas « je suis désolé », pas « laisse-moi t'expliquer », même pas de fausses excuses, juste ça. Je me suis levé. J'avais déjà fait des copies. Je m'étais déjà envoyé les captures d'écran par email. J'avais déjà préparé un petit sac avec l'essentiel. Ma brosse à dents, quelques chemises, la montre de mon grand-père. Mon alliance était dans la poche de mon jean. « Je t'ai envoyé les papiers », ai-je dit. « Ils devraient être dans ta boîte de réception. » Elle n'a pas été surprise. Elle n'a même pas scié. Au lieu de ça, elle a haussé les épaules. Elle a haussé les épaules. Et puis, elle a dit la phrase qui a fait que le dernier fil dans ma poitrine s'est rompu comme une corde de piano. On en parlera lundi. Comme si j'étais un problème de ressources humaines. Comme si notre mariage était un événement de calendrier qu'elle pouvait reporter. Je n'ai rien dit. J'ai laissé la porte ouverte en sortant. Je ne l'ai pas claquée. Je ne l'ai même pas fermée. Je l'ai laissé l'entendre se balancer au vent derrière moi. Pour qu'elle sache que j'étais parti. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai pris une chambre dans un motel près de l'I-85. Le genre avec des néons vrombissants et des murs en papier. Je me suis allongé sur le matelas tout habillé, fixant le plafond, tandis que le climatiseur gémissait comme s'il était en train de mourir. Je n'arrêtais pas d'entendre sa voix, ce froid et tranchant. On en parlera lundi. Comme si j'étais une tâche à reprogrammer. Comme si toute notre vie pouvait être classée entre les pauses café et les rendez-vous. Plus j'y pensais, plus ça me frappait. Elle avait probablement prévu d'être prise sur le fait. Ou peut-être qu'elle avait simplement cessé de se soucier de l'être. C'est ça la vraie trahison, n'est-ce pas? Pas l'acte lui-même, mais l'apathie, le manque de respect. Le lendemain matin, je suis retourné pas pour la voir, pas pour parler. J'avais une mission. Récupérer le reste de mes affaires avant qu'elle n'ait le temps de les toucher, de les manipuler, de les brûler peut-être. Je suis arrivé dans l'allée vers 7h. Le quartier était calme, le brouillard encore bas.
Sa voiture n'était pas là, soit à la salle de sport, soit chez lui. Bon sang, peut-être les deux. J'avais environ 30 minutes tout au plus. J'ai ouvert la porte. La même clé que j'avais utilisée pendant 9 ans. Tout sentait, elle. La vanille et ce parfum qu'elle a commencé à porter cette année, celui que j'ai toujours détesté. Je suis allé directement à la chambre, j'ai pris ma boîte de souvenirs sous le lit, mes journaux intimes de vieilles photos des lettres que mon père m'avait écrites avant de mourir. J'ai pris les chargeurs, mon ordinateur portable de travail et cette tasse en céramique moche qu'elle m'avait faite dans un cours de poterie pour la Saint-Valentin il y a 2 ans. Celle que j'avais prétendu aimer. Mais qu'est-ce qui m'a le plus touché? Le placard. La moitié était encore à moi. Des chemises encore suspendues, comme si rien ne s'était brisé. Des costumes encore repassés, mes baskets encore alignées à côté de ses talons, les siens les mêmes qu'elle avait probablement portés pour le rencontrer. Je les ai fixés et pendant 1 seconde, je n'ai pas pu bouger. Je suis resté là pendant que quelque chose se tordait en moi. Puis je l'ai vu. Un petit sac cadeau rouge par terre derrière son panier à linge, comme si elle avait essayé de le cacher, mais pas assez bien. Mon nom n'était pas dessus. Je l'ai ouvert. À l'intérieur de l'eau de Cologne en boîte chère, pas le genre que je porte. Et une carte. Tu donnes 1 cent au lundi. B. Même pas mon initiale. J'ai remis le sac exactement là où je l'avais trouvé. C'est à ce moment-là que la tristesse a disparu. Elle s'est consumée et est devenue autre chose. Nette, froide et définitive. Je ne voulais pas crier. Je ne voulais pas la confronter. Je voulais juste partir. Je voulais que toute son existence sorte de mon orbite. J'ai fini de faire mes bagages en 15 minutes. J'ai laissé les clés sur le comptoir. Je les ai prises en photo avec la date et l'heure juste au cas où. Je n'allais rien laisser à l'interprétation. En me retournant pour partir, j'ai vu la photo sur la cheminée. Le jour de notre mariage. Elle dans cette robe en dentelle, moi dans le costume gris. Elle riait la tête renversée en arrière comme si elle n'avait aucun souci au monde. Je l'ai regardée un instant, puis je me suis approché et j'ai retourné le cadre face contre table. C'était tout. Je ne lui ai pas parlé depuis, mais elle a appelé. 9 appels manqués, avant midi. Un message vocal, je ne l'ai pas écouté. Dimanche matin, j'étais assis dans ma camionnette, garé derrière un Dunkin' Donuts, sirotant le pire café que j'ai jamais goûté et regardant la condensation glisser sur la vitre au ralenti. Ce genre de silence qu'on n'entend qu'après une trahison. Danse sans forme. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto, une autre notification. Britney avait changé de stratégie. Plus d'appels manqués, plus de messages vocaux. C'était maintenant des paragraphes, des textos consécutifs, des bulles de culpabilité et de manipulation essayant de s'immiscer dans ma journée. Tu ne connais pas toute l'histoire? Ce n'est pas ce que tu penses. On peut juste parler comme des adultes. Je n'ai pas répondu. Elle avait raison sur un point, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait construire une vie avec vous, vous promettre tout et quand même dormir dans les bras d'un autre, comme si c'était juste un lit différent sur la même carte. Vers midi, les textos ont changé de ton. Alors tu vas juste m'ignorer. Tu fais ton cinéma. Grandis un peu. C'était comme actionner un interrupteur. Le faux remords s'est éteint et la vraie Britney a rugi à travers les fissures. Celle que j'avais entrevue seulement quelques fois auparavant quand les choses n'allèrent pas dans son sens. Froide, tranchante comme une louve, réalisant que vous ne faites plus partie de la meute. Vers 14 heures, j'ai reçu un texto de Chris, mon meilleur ami, le seul qui savait tout. Mec, elle s'est pointée chez moi. Je l'ai appelée immédiatement. Elle traîne dehors, a-t-il dit. Elle a dit qu'elle voulait te parler. Je lui ai dit que tu n'étais pas là et elle a ri. Elle a dit qu'elle savait que tu courais vers moi. J'ai demandé, a-t-elle dit autre chose? Chris a hésité. Ouais, a-t-il dit. Elle a dit, je veux juste lui rappeler ce qu'il est en train de laisser tomber. Ça sonnait comme une menace ou un argument de vente. Je ne pouvais pas faire la différence. Cette phrase m'est restée sur la poitrine. Le soir, elle est restée silencieuse. Pas de texto, pas d'appel, rien. Elle a juste disparu. Alors j'ai vérifié son Instagram. Privé bien sûr, mais sa photo de profil avait changé. C'était elle dans une robe que je n'avais jamais vue. Prise dans un miroir qui n'était pas le nôtre. Coiffée, maquillage parfait, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle était sur le point d'avouer quelque chose de dangereux. Et la légende, les lundis n'ont jamais été aussi beaux. C'était mesquin intentionnel, conçu pour poignarder. Alors je lui ai envoyé un message. Une ligne, ne me contacte plus. Tout passe par l'avocat maintenant. 2 minutes plus tard, elle a répondu, lâche, tu le regretteras. Puis elle m'a bloqué. J'ai regardé l'écran respirant calmement, sans colère, même plus blessé, simplement fini. Mais alors est venu le rebondissement que je n'avais pas vu venir. Chris a rappelé plus tard dans la nuit.
Et ce qu'il m'a dit, ça a tout changé. Quand Chris m'a appelé ce soir-là, je l'ai entendu dans sa voix. Le genre de tension qui n'apparaît que lorsque quelqu'un est sur le point de lâcher une bombe qu'il aurait préféré garder pour lui. « Elle n'est pas venue chez moi pour s'excuser », a-t-il dit. « Elle est venue pour me tenter. » Je me suis assis dans la camionnette, à moitié garée, sous un lampadaire de station-service vacillant, le moteur éteint, la mâchoire serrée. « Te tenter à quoi ?» Elle m'a demandé si je t'avais tout raconté, a-t-il dit. Je lui ai dit « Ouais, que tu m'as dit qu'elle couchait avec un type nommé Brandon. » Elle a ri puis a dit « Tu crois que c'est toute l'histoire ?» J'ai attendu. Puis Chris a soupiré. « Taille, je crois qu'il y a plus d'un type. » Je me suis penché en avant, le coude sur le volant. « Qu'est-ce que tu veux dire par « plus d'un » ?» Elle a dit, et je cite, « Il ne sait même pas pour les autres. » Puis elle a souri, est montée dans sa voiture et est partie, comme si elle venait de donner la chute d'une blague que je ne comprenais pas. Mon cœur n'a pas battu plus vite. Il est juste devenu plus lourd. Vous voyez, ces dernières semaines, tout ce que je savais concernait Brandon. Les messages, l'eau de Cologne, la carte dans le placard. Mais maintenant, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle ne cachait pas une erreur. Elle gérait une rotation. Un schéma s'est mis en place. Les gardes de nuit, la nouvelle lingerie que je ne lui ai jamais vue porter. Les week-ends où elle faisait du bénévolat à la clinique. Les changements de mots de passe. Les selfies à la salle de sport, toujours sous un angle qui semblait posé, contrôlé. Elle ne dérapait pas. Elle répétait. Alors j'ai pris une décision. J'ai appelé un de mes amis qui travaille dans la cybersécurité. Un type tranquille, qui me devait une faveur depuis longtemps quand je l'ai aidé à surmonter une mauvaise rupture. Je lui ai demandé s'il pouvait chercher des sauvegardes de téléphone, des messages supprimés des fichiers cloud. Il m'a dit de lui donner une journée. Pendant ce temps, j'ai commencé à faire mes vrais bagages. Le motel m'épuisait. L'éclairage médiocre, le café insipide, le silence qui n'apaisait pas. J'avais besoin de mouvement. J'avais besoin de distance. J'ai réservé une location à court terme à 1 heure de là. Petite calme meublée, territoire neutre, un endroit où je pourrais respirer sans voir son reflet dans chaque cadre et oreiller. Le lendemain, j'ai reçu un email de mon ami. L'objet était un seul mot, lu. J'ai ouvert le fichier. Plus de 400 messages, des noms différents, des numéros différents, 3 hommes différents. L'un d'eux n'était même pas Brandon. L'un était un collègue, un médecin avec qui elle travaillait mariée. Un autre était quelqu'un de sa salle de sport qu'elle avait étiqueté « Coach G ». Chaque conversation racontait une histoire, et ce n'étaient pas des histoires d'accidents ou d'aventures. Elles étaient continues, répétées, intentionnelles. Elles se chevauchaient. Il y avait des notes vocales, des vidéos aguicheuses, son visage, sa voix, ses promesses. Et pas une seule fois, dans aucun de ces messages, elle ne m'a mentionné. Je n'étais même pas une note de bas de page dans son monde. J'étais un bruit de fond, une ombre, qu'elle piétinait pour se rendre dans le lit de quelqu'un d'autre. Et c'est là que j'ai cessé d'être en colère. J'ai cessé d'être triste. Quelque chose de plus froid s'est installé. Une clarté. Elle ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait réécrit toute la définition de qui je pensais qu'elle était. J'ai transféré le fichier à mon avocat. Puis, j'ai appelé Chris. La prochaine fois qu'elle se pointe, lui ai-je dit, dis-lui ceci, je sais tout, et je n'arrêterai pas avant d'avoir obtenu tout ce qui m'est dû. Parce que ce n'était plus une question de cœur brisé, c'était une question de guerre. Mardi matin, j'ai arrêté de jouer la défense. Il se passe quelque chose d'étrange lorsque la partie émotionnelle de vous s'éteint. C'est comme si votre esprit arrêtait de se noyer et commençait à s'aiguiser. Au lieu de penser à l'amour ou à la trahison, je pensais à l'avantage, au délai, à la stratégie. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais de la clarté. Je voulais des conséquences. Alors, j'ai tout étalé, les messages, les dates, les photos, les noms. Mon avocat, un type nommé Stuart, que j'avais déjà utilisé pour une affaire immobilière, a parcouru le dossier dans un silence stupéfait. « Vous réalisez, dit-il en levant les yeux, que si ne serait-ce qu'une fraction de cela peut être vérifiée, vous êtes assis sur une mine d'or de faute conjugale. Pouvons-nous prouver qu'elle a utilisé des fonds communs pour couvrir une partie de tout ça ?» ai-je demandé. Il a tourné une page. « Vous avez dit qu'elle a utilisé votre carte commune dans un hôtel du centre-ville le 8 avril. » Oui. Il a tapé quelque chose sur un tableur. « Ce week-end-là, elle vous a dit qu'elle était à un séminaire médical. » J'ai hoché lentement la tête. Je lui ai apporté du café ce samedi-là. Elle m'a dit de le laisser sur le porche car elle était dans un panel Zoom. Il n'a même pas eu besoin de le dire. Nous savions tous les deux exactement ce qu'elle faisait dans cet hôtel et ce n'était pas du réseautage. Si elle utilisait des biens matrimoniaux pour des liaisons extra-conjugales, a dit Stuart, nous pouvons demander un divorce pour faute. Cela renversera la répartition financière en votre faveur.
J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Nous avons rédigé une liste formelle de demandes des citations à comparaître pour les enregistrements de sécurité de l'hôtel, les registres de fréquentation de la salle de sport, les relevés de carte de crédit et Stuart m'a dit d'attendre. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis un mois. Mais la paix ne dure pas longtemps dans ce genre d'histoire. Le lendemain matin, Britney s'est pointée à ma location. Sans appel, sans avertissement, juste sa voiture dans l'allée et sa silhouette sur le porche frappant comme si c'était une visite décontractée, comme si nous étions des voisins au lieu de survivants d'un champ de bataille. Je n'ai pas répondu. Elle a frappé de nouveau puis a envoyé un texto. « Je sais que tu es là, nous devons parler, tu me le dois. » Je suis sorti calme posé, ouvrant la porte juste assez pour la regarder dans les yeux. « Tu as 60 secondes, ai-je dit. » Elle avait l'air différente. Pas brisée, pas repentante, juste en colère, comme si je lui avais volé quelque chose. « Je veux qu'on parle comme des adultes, » a-t-elle dit, croisant les bras, comme un juge sur le point de rendre un verdict. « Tu veux contrôler le récit, » ai-je dit. Mais j'ai vu les messages. Tous. Brandon, coach, Jay, docteur, Marcus, tu as été bien occupé. Ses lèvres se sont séparées une seconde. Puis ce masque, celui que je connaissais si bien, est revenu en place. « Tu as fouillé dans mes affaires, » a-t-elle dit, comme si j'étais celui qui était jugé. « Tu as menti pendant des mois, » ai-je dit. « Et maintenant, tu vas me mentir à nouveau en face. » Elle a incliné la tête, le sourire froid. « Tu as toujours eu ce truc de jouer la victime. » C'en était trop. Je lui ai claqué la porte au nez. Elle a crié quelque chose pendant que je verrouillais. Elle a frappé la porte une fois, puis silence. 1 minute plus tard, je l'ai vue à travers les stores debout près de sa voiture, tapant furieusement. Mon téléphone a vibré. « Tu te crois malin. Tu crois qu'un avocat me fait peur. Tu seras seul pour toujours, Tyler. Bonne chance pour trouver quelqu'un qui te supportera. » Je n'ai pas répondu. J'ai sauvegardé mon téléphone. J'ai enregistré chaque message. J'ai documenté chaque menace. Stuart a dit de tout garder. Je l'ai fait, car maintenant, il ne s'agissait plus seulement de mettre fin à un mariage. Il s'agissait de lui montrer avec qui elle s'était vraiment mariée et pourquoi je ne suis pas l'idiot qu'elle pensait. Vendredi matin, ça avait commencé. J'ai reçu l'appel à 9h13, le bureau de Stuart. Son assistante Rachel était presque essoufflée par l'urgence. « Vous allez vouloir voir ça ?» a-t-elle dit. « Vérifiez vos emails maintenant. » J'ai ouvert mon ordinateur portable, cliqué sur le dossier qu'elle a mentionné. À l'intérieur des images de surveillance, en haute définition, horodatées, du 8 avril 19h46. Britney dans une petite robe noire que je n'avais jamais vue sortant d'un ascenseur, dans le couloir d'un hôtel riant, au bras de quelqu'un qui n'était clairement pas moi. Coach G. Le coach qu'elle jurait n'être qu'un contact professionnel. Le même type des textos, le même qui m'avait dit avoir une fiancée. Il l'a plaqué contre le mur juste devant la suite. La porte s'est ouverte. Ils sont entrés en titubant. Les images se sont arrêtées. C'était tout ce dont nous avions besoin. Je suis resté assis en silence pendant 1 minute entière. Non pas parce que ça faisait mal, non. Cette partie de moi était déjà engourdie. C'était parce que ça ressemblait à un documentaire cruel regardant l'effondrement de votre vie d'un point de vue extérieur. Comme un étranger regardant la tragédie de quelqu'un d'autre. J'ai transféré le fichier à Stuart avec un objet de 2 mots, utilisez ça. Ce même après-midi, la motion légale a été déposée. Adultère, détournement de biens matrimoniaux, demande de partage favorable des biens, refus de pension alimentaire, représentation juridique complète. Mais c'est là que les choses n'ont pris une tournure brutale. Britney a appelé ma sœur. Pas moi. Ma sœur Jenna. Elle lui a dit qu'elle s'inquiétait pour moi, que j'agissais de manière erratique, que je m'étais isolé, que je pourrais être en pleine crise, que j'aurais peut-être besoin de soutien. Ma sœur, Dieu la bénisse, l'a vu venir, m'a appelé juste après et a dit « Elle essaie de construire un récit d'instabilité mentale, probablement pour le tribunal. » C'était logique. Elle savait qu'elle était acculée. Alors maintenant, elle essayait de manipuler la perception, de me faire passer pour instable, peut-être même dangereux, de tordre le récit en quelque chose qu'elle pourrait utiliser comme une arme. Elle m'a sous-estimé. Je suis allé directement chez mon médecin. J'ai passé une évaluation psychiatrique complète, certifiée, documentée, signée et scellée. J'ai aussi enregistré une déclaration juste au cas où. Je ne prenais aucun risque. Pas avec elle. Pas avec quelqu'un qui pouvait vous regarder dans les yeux et mentir comme elle respirait. Mais alors était venue la véritable explosion. Ce même soir, j'ai reçu un message anonyme sur Facebook. Pas de photo de profil, pas de nom, juste un compte jetable. Tu ne sais même pas la moitié de ce qu'elle a fait. J'ai regardé l'écran pendant une longue minute. Qui êtes-vous ? Pas de réponse. Puis une pièce jointe. Des dizaines de captures d'écran de quelqu'un d'autre. Un autre homme, pas Brandon, pas Coach G, pas le médecin, un 4e type.
Les messages dataient de 2 ans. La relation était émotionnelle, mais intime, continue et datée. Britney avait commencé à tromper bien avant que je ne remarque la moindre fissure. Ce n'était pas un dérapage récent, c'était un style de vie. Et l'homme qui a envoyé les captures d'écran, il pensait aussi qu'il était le seul. Je lui ai répondu. Étiez-vous au courant des autres? Sa réponse. Quels autres? C'est là que j'ai su que Britney ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait construit une porte-tambour de tromperie. Tout un écosystème de déception où chacun pensait être l'exception. Et soudain, je n'étais plus seul. Tout a commencé à se dénouer plus vite que je ne l'avais prévu. 2 jours après avoir reçu ce message de l'inconnu, appelons-le, Derek, j'ai reçu un appel téléphonique que je n'attendais pas. C'était Brandon. Pas un message, pas une menace, un appel téléphonique avec sa voix à l'autre bout. Il avait l'air confus, pas en colère, pas sur la défensive, juste abasourdi. « Vous êtes le mari de Britney ?» a-t-il demandé prudemment. « Ex-mari », ai-je dit sèchement. Procédure en cours. Il est resté silencieux un instant, puis il a dit « Elle m'a dit que vous étiez séparés, que vous viviez séparément depuis 1 an. » J'ai presque ri. Nous vivions ensemble jusqu'à il y a 2 semaines. Il a expiré longuement et amèrement. Jésus-Christ. Je n'ai même pas eu à demander. Il a commencé à tout raconter. Les dîners, les nuits passées ensemble, les voyages qu'elle lui disait être des conférences médicales, il pensait qu'ils étaient exclusifs. Il avait même parlé de la présenter à ses parents. Elle a dit qu'elle n'avait jamais aimé personne comme ça avant, a-t-il murmuré, comme s'il ne pouvait toujours pas croire que ces mots étaient ressortis de sa bouche. Je lui ai parlé de Coach G, du médecin de Derek. Il y a eu un silence. Puis Brandon a dit « Je crois qu'il faut qu'on se parle ». Et c'est là que l'idée a pris forme. Nous n'avons pas seulement parlé, nous nous sommes organisés. Brandon, Derek et moi, nous sommes rencontrés dans un café en dehors de la ville. Terrain neutre. Nous avons apporté des preuves, des messages, des dates, des photos. Nous avons tout mis sur la table comme des pièces à conviction dans un procès. Ce que nous avons découvert était stupéfiant. Britney avait réussi à créer 4 réalités complètement distinctes avec chacun de nous. Des mensonges différents, des rêves différents vendus. Pour Brandon, elle était la divorcée qui guérissait lentement. Pour Derek, elle était la petite amie fidèle attendant que son mari signe les papiers. Pour le médecin, elle était son évasion sans attache. Et pour moi, j'étais le filet de sécurité stable, la base vers laquelle elle revenait quand le fantasme s'effondrait. Nous étions d'accord sur une chose. Elle devait être confrontée, non pas avec des cris, non pas avec de la violence, mais avec la vérité. Alors, nous l'avons planifié, une sorte d'intervention. Ce week-end-là, nous nous sommes coordonnés via un chat de groupe. Brandon lui a dit qu'il avait réservé un massage en couple. Derek a dit qu'il voulait l'emmener déjeuner. Je suis resté silencieux. Nous nous sommes retrouvés devant sa salle de sport, nous avons attendu qu'elle termine sa séance. Elle est sortie en souriant, les cheveux attachés des sacs sur l'épaule. Elle avait l'air radieuse comme quelqu'un qui n'avait aucune idée que le rideau était sur le point de tomber. Et puis, elle nous a vus tous les 3 debout ensemble. Son sourire s'est figé à mi-chemin. Ses pas ont hésité. Elle s'est arrêtée à 5 mètres, ses yeux allant de l'un à l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Brandon a parlé le premier, calme maîtrisé. J'ai pensé qu'il était temps que nous comparions nos notes. Derek a levé son téléphone. Tu as dit que tu m'aimais. Je n'ai rien dit. J'ai juste observé son visage. Elle a essayé de rire, a essayé de rejeter ses cheveux en arrière, comme si elle était au-dessus de tout ça. Vous êtes ridicule, a-t-elle dit. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Alors dis-nous ce que c'est, ai-je finalement dit. On attend. Mais elle n'a pas parlé. Son visage s'est brisé. Pas de culpabilité, pas de honte, mais de fureur. C'est du harcèlement, a-t-elle craché. Vous ne pouvez pas faire ça. J'appelle la police. Derek a haussé les épaules. Appelle-les, on en parlera officiellement. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas atteint son téléphone. Elle est juste restée là, les yeux brûlants, sachant que le jeu était terminé. Elle s'est retournée et est partie. Pas de larmes, pas d'excuses, juste le silence. Cette nuit-là, Brandon m'a envoyé un texto. Merci de ne pas la laisser continuer à nous mentir. Je n'ai pas répondu car je savais que ce n'était pas fini. Britney ne reste pas silencieuse. Elle se recharge. Ça a commencé par une lettre, pas un email, pas un texto, mais une véritable enveloppe couleur crème avec mon nom complet écrit de sa main. Pas d'adresse de retour laissée sur le perron de ma location, comme une mine terrestre. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Elle sentait son parfum, une petite arme mesquine. À l'intérieur se trouvait une lettre d'une seule page, soigneusement tapée. « Tyler, tu as fait passer ton message. Je vois maintenant que ta façon de gérer un cœur brisé est de me faire honte, de m'humilier publiquement, de transformer des étrangers en public.
Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi cruel. Je n'ai jamais menti sur le fait de vouloir un avenir avec toi. J'avais juste besoin de quelque chose d'autre pendant que tu étais occupé à être émotionnellement indisponible. Tu dis que tu étais aveugle, mais tu n'étais qu'absent. J'espère que la version de l'histoire que tu te racontes t'aide à dormir la nuit. Nous laisserons les avocats régler le reste. B. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que j'étais abasourdi, mais parce que je n'arrivais pas à croire qu'elle ait l'audace de présenter cela comme une implosion mutuelle, comme si ses mensonges et ses tromperies étaient des réactions à mon absence émotionnelle. Comme si 4 liaisons pouvaient être excusées par un haussement d'épaule et un sourire suffisant. Et puis est venu le vrai coup. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de mon département des ressources humaines. Ils m'ont demandé de venir pour une discussion. J'ai su tout de suite. Je suis entré dans cette pièce, 2 superviseurs et un responsable de la conformité, et ils ont glissé une impression sur la table, une plainte anonyme, alléguant que j'avais utilisé le temps de l'entreprise pour traquer et harceler mon épouse, que mon comportement était instable, que j'avais impliqué des collègues dans des disputes domestiques privées. J'ai lu le document. Il était rempli d'affirmations vagues mais suffisantes pour créer la panique aux RH. Ils m'ont demandé si je voulais répondre. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Est-ce qu'il est indiqué qui a déposé ça ? Ai-je demandé. Ils ont échangé un regard. Bien sûr que non. Vous croyez vraiment que je ne sais pas d'où ça vient ? Ai-je dit fermement. Ils m'ont dit qu'ils étaient tenus de faire une enquête. J'ai passé le reste de la semaine sous observation de performance comme un enfant en retenue. Ils n'ont rien trouvé. Mon dossier était impeccable. Ma productivité n'avait pas baissé une seule fois, même pendant la séparation. Finalement, ils ont laissé tomber. Mais le message était clair et net. Elle essayait d'empoisonner le puits. Si elle ne pouvait pas contrôler l'histoire, elle essaierait de nuire à mon monde depuis les marges. Les emails ont commencé à affluer de vieux amis. Des connaissances communes des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois ont soudainement pris contact pour dire « Hé mec, Britney a parlé. Je voulais juste avoir ta version. » Elle semait des graines, partout se peignant en victime, me présentant comme instable, amer vengeur. Je n'ai répondu à aucun d'eux, car la vérité n'a pas besoin d'être défendue en chuchotant. Elle a besoin d'exposition. J'ai donc tout compilé. Les messages, les images, la lettre, la plainte des RH, tout. J'ai rédigé une déclaration sous serment complète avec mon avocat, puis je l'ai déposée au tribunal. Nous ne négocions plus. Nous intentions un procès. Elle voulait salir mon nom. Je laisserai les faits enterrer le sien. Les salles d'audience sont froides d'une manière très spécifique. Pas en termes de température, mais d'atmosphère. Ce genre de froid stérile en apesanteur, où le temps s'étire et la tension bourdonne derrière chaque léger bruit de pas et de tout. Je me suis assis à la table de gauche, dans un costume bleu marine que je n'avais pas porté depuis le mariage de mon cousin, regardant la porte comme si elle me devait une explication. Elle est arrivée en retard. Britney, les cheveux bouclés, blazer noir, collier de perles, le costume d'une femme qui voulait paraître calme, posée et victimisée. Elle ne m'a pas regardé pas une seule fois. Elle s'est simplement assise à sa table et a chuchoté quelque chose à son avocat, un jeune homme à peine plus âgé qu'un étudiant en droit, avec une expression suffisante et un MacBook rempli de rien. Le juge est entré. Les formalités ont commencé. Je les ai à peine entendues. Puis, ils ont demandé les déclarations d'ouverture. Son camp est passé en premier. Son avocat s'est levé, s'est éclairci la gorge, comme s'il allait prononcer un éloge funèbre, et a commencé à tisser un récit si déformé que c'en était presque impressionnant. Selon eux, j'étais un mari émotionnellement abusif, distant, négligent, qu'elle cherchait un soutien émotionnel auprès d'amis, et les choses se sont compliquées que j'avais riposté par une campagne d'humiliation publique et de sabotage personnel. Il a utilisé des phrases comme « représailles numériques vengeresse » et « comportement manipulateur de gaslighting ». Il a brossé un tableau où Britney avait à peine survécu à son mariage avec moi. Je n'ai pas bronché, car lorsque mon avocat s'est levé, Stuart, solide, lent, méthodique, il n'a pas raconté une histoire. Il a présenté des preuves. Pièce à conviction. A. Les captures d'écran des dizaines des messages de 4 hommes différents. Date alignée, lieu vérifié. Pièce à conviction. B. La vidéo de surveillance horodatée, confirmée par les relevés de facturation. Pièce à conviction. C. La lettre qu'elle m'a laissée, celle où elle admettait avoir besoin de quelque chose d'autre et me reprochait d'être émotionnellement indisponible. Pièce à conviction. D. La plainte aux RH, anonyme fausse, déposée quelques jours après notre confrontation. Et enfin, pièce à conviction. Une déclaration sous serment de caractère de Brandon, lui-même déposée sous serment. Le juge s'est resté silencieux pendant un long moment après que Stuart ait terminé. Puis il s'est tourné vers Britney. « Contestez-vous l'un de ces messages ou relevez Madame Caldwell ?» Elle a dégluti. Son avocat s'est penché,
chuchotant rapidement. Elle a regardé la table, la mâchoire serrée, puis a levé les yeux. « Non », dit-elle à voix basse. Vaincue. En cette seule syllabe, tout a changé. Elle a su que c'était fini. Le juge a pris un moment, puis s'est adressé au tribunal. Compte tenu des preuves accablantes et corroborées de l'infidélité et du schéma apparent de tromperie délibérée et de détournement de biens matrimoniaux, le tribunal procédera sur la base de la faute conjugale. C'était tout. L'air s'est échappé de ses poumons comme si on avait retiré un bouchon. Elle a essayé de parler à nouveau une dernière tentative, mais le juge l'a interrompue. « Vous aurez votre tour de parole lors de l'examen de l'accord. Pour l'instant, asseyez-vous. » Elle s'est affaissée sur sa chaise comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Cet après-midi-là, la résolution financière est tombée. Elle ne recevrait pas de pension alimentaire. J'ai gardé la maison, le chien, les investissements communs. Le tribunal a même ordonné qu'elle paie une partie des frais d'avocat en raison des dommages causés par la fausse plainte au travail. Elle fixait le vide, ne pleurait pas, ne suppliait pas. Elle brûlait simplement de l'intérieur. Plus tard, à l'extérieur du palais de justice, je suis passé à côté d'elle. Elle se tenait près de sa voiture, les bras croisés, le visage vide. « Tu crois que tu as gagné ?» a-t-elle demandé. Je me suis arrêté. Je l'ai regardée dans les yeux. « Non », ai-je dit. « Je crois que j'ai enfin arrêté de perdre. » Puis, je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. On pourrait penser qu'après une défaite au tribunal, cette Britney brutale disparaîtrait, lécherait ses blessures, reconstruirait son fantasme ailleurs, peut-être même réfléchirait. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les gens comme elle. Quand un narcissique perd le contrôle, il ne disparaît pas. Il se réinvente. Ça a commencé subtilement. Un ami d'un ami m'a envoyé un message sur Instagram. Quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis l'université. Il m'a envoyé une capture d'écran du dernier post de Britney. Son profil, autrefois privé, était maintenant un théâtre public d'apitoiement sur soi et de victimisation soigneusement mise en scène. La photo la montrait assise sur un banc près d'un lac, regardant au loin comme si elle venait de survivre à une tragédie shakespearienne. La légende, parfois vous donnez tout et ce n'est toujours pas assez. Mais la guérison commence en laissant partir les cycles toxiques. La section des commentaires était exactement ce qu'elle voulait, de la sympathie. Des dizaines de commentaires de femmes la qualifiant de courageuse, de forte, de résiliente. Une a même écrit « Il ne te méritait pas ». Une autre a ajouté « J'espère que tu es enfin libéré de l'abus ». C'était ridicule, mais je n'ai pas répondu, pas commenté, pas réagi, car je savais ce que c'était. Ce n'était pas pour eux, c'était pour moi. C'était un appât. Et quand ça n'a pas provoqué de réaction, elle est passée à la phase 2. Elle a recommencé à envoyer des textos. Des messages courts. D'abord, c'était bénin. J'espère que ta mère va bien. J'ai entendu dire qu'elle était malade. Puis, je me suis juste souvenu que ton anniversaire approche. Puis, on peut juste parler, juste une fois. Pas de drame, je promets. Chaque message frappait à la porte, celle dont elle n'avait plus la clé. Puis est venu le vrai coup, le dernier. Elle s'est pointée à la maison. Je venais de rentrer du travail. Il pleuvait et elle se tenait sur le porche comme une scène d'un drame indépendant, trempée dans un sweatshirt, les cheveux collés aux joues. La même maison qu'elle méprisait auparavant, celle qu'elle n'avait plus le droit légal de posséder. J'ai ouvert la porte à moitié. « Tyler », dit-elle, la voix douce, se brisant juste assez pour paraître humaine. « Je ne veux plus me battre, j'ai fait des erreurs, je le sais. Mais je suis allé en thérapie et je pense qu'il y a une version de nous qui pourrait encore exister, même si ce n'est que comme des amis. Des amis. » C'était si absurde que j'ai failli rire. « Tu m'as trompé avec 4 hommes, dis-je, et tu as essayé de détruire ma carrière. » Ses yeux ont vacillé, mais elle a gardé son ton doux. « Ce n'était pas toi, c'était la situation. Nous étions brisés avant ça. J'avais juste besoin de quelque chose. » Je n'ai pas bougé. Puis elle s'est rapprochée. Trop. On ne peut pas juste parler, un dîner, sans attente. Elle a tendu la main et j'ai reculé. « Non, » ai-je dit. « Tu ne peux pas réécrire ça. » Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. L'eau dans ses cheveux, le désespoir dans ses yeux. « Tu voulais le contrôle, tu l'as perdu. Maintenant, tu veux un nouvel angle. Ça ne marchera pas. » Elle m'a fixé. Puis ce masque, la victime, la douce sincérité, a fondu comme de la glace sous la chaleur. « Bien, » a-t-elle sifflé. « Alors crève seul, tu ne seras jamais aimé comme je t'ai aimé. » J'ai souri, pas cruellement, juste pacifiquement. « Tu as raison, » ai-je dit. « Je ne le serai pas, parce que ce n'était pas de l'amour. » J'ai fermé la porte lentement, fermement sur elle, sur le passé, sur chaque mensonge qu'elle m'a raconté. Elle ne m'a pas contacté depuis, mais je n'en avais pas encore fini.
Raconter l'histoire n'était pas une question de vengeance. C'était une question de libération. Je ne l'ai pas planifié. Pas au début. Je ne me suis pas assis en pensant que j'allais tout déballer. Mais un soir, dans la nouvelle maison que je louais, des murs propres, pas de souvenirs, pas d'ombre. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert une page blanche et j'ai commencé à tout écrire, du premier mensonge au dernier claquement de porte. Pas seulement l'infidélité, mais la manipulation, le gaslighting, l'effacement de ma propre valeur au fil du temps. La façon dont j'étais lentement devenu une version de moi-même qui s'excusait toujours, doutait toujours, se rapetissait toujours pour qu'elle puisse se sentir plus grande. J'ai tout écrit. Je ne l'ai pas nommé. Je n'en avais pas besoin, mais j'ai raconté la vérité, laide, honnête et nauséabonde. Et puis un mardi matin tranquille, je l'ai posté d'abord sur un forum privé, juste un groupe pour les personnes qui traversent la trahison. Sans fanfare, sans chercher l'attention, juste une voix dans l'obscurité, espérant que peut-être quelqu'un d'autre avait entendu les mêmes échos. En une journée, elle avait été partagée. En une semaine, des milliers de personnes l'avaient lue. Et les messages ont commencé à affluer. Pas de la compassion, pas de la pitié, mais de la reconnaissance. Des gens, hommes et femmes, disant « ça m'est arrivé aussi ». Disant « je pensais que j'étais fou jusqu'à maintenant ». Disant « merci d'avoir écrit ce que je ne pouvais pas dire ». Et pour la première fois, en plus d'1 an, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, me sentir vu. L'histoire a pris vie. Des forums l'ont republié, des articles l'ont cité. Quelqu'un m'a même contacté pour me demander si j'envisagerais d'en faire un épisode de podcast. J'ai poliment décliné. Ce n'était pas le but. Je ne voulais pas être célèbre. Je voulais juste être libre. Puis l'email est arrivé. Une ancienne collègue de Britney, une infirmière, a pris contact anonymement. Elle a dit qu'elle avait lu l'histoire, reconnu, la chronologie, reconnu. Les schémas, dit qu'elle avait toujours suspecté quelque chose, mais qu'elle n'avait jamais eu de preuves. Puis, elle a laissé tomber une phrase qui m'a marqué. Elle rendait tout le monde fou. Mais vous aviez raison. Nous l'avons tous vu. Nous ne voulions tout simplement pas y croire. C'était tout ce dont j'avais besoin. Pas de validation, pas de vengeance, juste la confirmation que je n'imaginais rien. Car pendant si longtemps, j'ai pensé que j'étais peut-être le problème. Que je l'avais peut-être laissé tomber. Que je ne l'avais peut-être pas aimé de la bonne manière. Que j'avais peut-être manqué quelque chose. Mais maintenant, je savais la vérité. Je n'ai jamais été le méchant de son histoire. J'étais le miroir. Et elle détestait ce qu'elle voyait quand elle se regardait de trop près. Ça ne s'est pas terminé par un discours dramatique. Il n'y a pas eu de dernière dispute, pas d'excuses culminantes, pas de supplications à genoux en larmes. La vraie vie vous donne rarement ce genre de symétrie. Ce que j'ai eu à la place, c'est le silence. Le genre qui ne fait plus mal. Le genre qui donne l'impression de sortir enfin d'une pièce qui vous étouffait lentement depuis des années. 3 mois ont passé. Le divorce a été finalisé sans un autre modèle. Les papiers ont été signés, scellés et livrés par un coursier qui ne savait probablement même pas le poids de ce qu'il tenait entre ses mains. La maison était à moi. Le chien était à moi. Ma vie, à nouveau, à moi. Je n'ai pas fait de fête. Je suis allé conduire. Fenêtre baissée, musique forte, pas de chansons de colère, pas de chansons tristes, juste du son du mouvement du vent, un rappel que j'étais toujours là, que j'étais sorti de quelque chose qui était censé m'enterrer. J'ai pensé à tout. La trahison, les mensonges, les jeux, les derniers gestes désespérés qu'elle a tentés. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle ne m'a pas détruit. Elle m'a exposé. Pas au monde, à moi-même. Elle a arraché la version de moi qui tolérait la médiocrité, qui acceptait le silence au lieu de l'affection, qui confondait la culpabilité avec l'amour et le chaos avec la passion. Elle m'a fait voir à quel point je m'étais abandonné en essayant de m'accrocher à quelqu'un qui n'avait jamais prévu de rester. Et maintenant, je ne reconstruis pas. Je réinvente. J'ai commencé une thérapie. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je voulais comprendre pourquoi j'étais resté si longtemps. Pourquoi je continuais à pardonner des mensonges enveloppés dans de jolis mots. Pourquoi j'ai laissé quelqu'un d'autre définir ma valeur. J'ai adopté de nouvelles habitudes, des passe-temps que j'aimais, mais que j'avais abandonnés pour sa commodité. Musique, livres, voyages, en voiture, en solitaire. J'ai arrêté de consulter ses réseaux sociaux. J'ai bloqué le besoin de relire de vieux textos. J'ai arrêté de regarder en arrière. Plus important encore, j'ai appris à être seul sans me sentir seul. Il y a quelques semaines, j'ai croisé une vieille amie, quelqu'un qui nous connaissait tous les deux. Elle a hésité avant de parler, puis a finalement demandé « Tu penses parfois à elle? Est-ce qu'elle te manque ?» Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit la vérité.
non parce que j'ai enfin appris la différence entre regretter une personne et regretter celui ou celle que vous pensiez qu'elle était. Cette histoire, mon histoire, n'est pas une tragédie. C'est un avertissement. C'est un rappel que tous ceux qui prétendent vous aimer ne vous veulent pas vraiment entier. Certaines personnes n'aiment que ce que vous leur donnez l'approvisionnement, le confort, la flatterie de l'ego. Et quand vous arrêtez de nourrir ça, ils vous remplacent comme une ampoule. Laissez-les faire. Car un jour, ils réaliseront quelque chose d'horrible. Vous étiez la meilleure partie de leur histoire et ils n'auront jamais d'autre chapitre. Pas avec vous. Et ça, c'est la véritable fin.